Le modèle clausewitzien de la guerre, comme on l'a vu, s'est imposé au XIXe siècle et pendant une bonne partie du XXe siècle. Je rappelle qu'il s'agit d'une révolution stratégique, c'est l'emploi d'une stratégie de la force, d'une concentration des forces militaires sur des champs de bataille ouverts où des armées réalisent un duel à grande échelle jusqu'à la destruction complète de l'une d'entre elles. C'est le triomphe de la Grande Guerre et de la stratégie de la Grande Guerre sur la petite guerre et sur la tactique. Or, avec le développement depuis la deuxième moitié du XXe siècle et au début du XXIe de la guerre asymétrique, ce modèle clausewitzien est petit à petit remis en cause. Qu'est-ce que c'est que la guerre asymétrique? C'est lorsque des combattants plus faibles, constitués en milices, en petites armées, en groupes de partisans, affrontent des armées régulières, des grandes armées d'État. Et on va donner l'exemple du terrorisme islamiste, qui s'est particulièrement développé depuis le 11 septembre 2001, qui incarne une forme de guerre asymétrique. On peut déjà en introduction poser la question de la guerre, c'est un des grands débats. Est-ce que Al-Qaïda, Daesh mènent véritablement une guerre? Est-ce qu'il faut les considérer comme des soldats, même si eux-mêmes se qualifient de soldats du djihad? Est-ce qu'il faut les considérer comme des soldats et leur envoyer une réponse militaire, ou au contraire comme de simples criminels face auxquels il faut apporter une réponse de type judiciaire et policière? C'est un des grands débats à l'heure actuelle, mais c'est intéressant de voir, et on l'expliquera en trois grandes parties, comment le terrorisme incarne une stratégie à l'inverse de Clausewitz, du faible au fort, donc du point de vue des combattants, du point de vue des victimes, que la symétrie des forces est complexe à gérer et signifie pas forcément la victoire, ce qu'on évoquera finalement dans un dernier point, où on voit bien la lutte antiterroriste donc contre ce type de conflit asymétrique est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Voyons d'abord du point de vue des agresseurs, des terroristes, qu'il s'agisse d'Al-Qaïda ou de Daesh. Il s'agit de développer une stratégie du faible au fort qui relève de trois grandes caractéristiques du point de vue du belligérant. La première caractéristique, c'est justement la faiblesse des groupes armés, de leur armement, de leur potentiel économique aussi d'une certaine manière, qui va amener à utiliser des attentats, avec parfois des moyens inattendus, comme par exemple les avions de ligne, le 11 septembre 2001, qui sont devenus des armes par destination et qui ont créé des dommages quand même considérables, pratiquement 3000 morts aux États-Unis, à New York au World Trade Center et au Pentagone à Washington. Donc les attentats. Première caractéristique. Deuxième caractéristique qui est liée à la première, l'usage non pas de la grande stratégie, mais de tactique. Et en lien avec la tactique, l'utilisation de la ruse, de la dissimulation, de la tromperie. Ce qui est largement déqualifié en matière de droit des conflits armés. Les djihadistes, les terroristes djihadistes ne se voient pas reconnaître le statut de soldat. Ils ne respectent pas les droits de la guerre et on les compare plutôt, comme dans l'Antiquité grecque, aux barbares qu'affrontaient les Grecs à l'époque. Par exemple, pendant les guerres de l'Iliade, racontées dans l'Iliade, la guerre de Troie, l'utilisation du cheval de Troie comme arme de guerre. On a souvent comparé l'utilisation des avions de ligne du 11 septembre 2001 au cheval de Troie, l'ennemi utilisant la ruse, la dissimulation, ce qui est considéré comme contraire au droit de la guerre, d'autant plus que pendant ces guerres asymétriques, on ne respecte pas non plus le droit des prisonniers de guerre, qu'on va maltraiter, qu'on va décapiter. On utilise des méthodes comme les enlèvements, les demandes de rançon, etc. Donc c'est un soldat qui se met en dehors des règles communes. Troisième élément typique de cette stratégie du faible au fort, la dimension idéologique, politique. Les combattants suivent une idéologie, donc là c'est l'islamisme fondamental. Et donc là on peut plutôt
rattacher ça aux enseignements de Clausewitz. Hein. Là, on va retrouver cette idée qu'on mène la guerre jusqu'au bout, au-delà de la victoire. C'est une guerre d'anéantissement, de destruction, parce qu'on poursuit des objectifs politiques et idéologiques surtout. Cet engagement politique, voire idéologique, hein, au nom de l'islamisme radical, fait bien du terrorisme islamiste d'Al-Qaïda, de Daesh, une guerre de partisans, telle que la décrivait Carl Schmitt, hein, le théoricien allemand de l'entre-deux-guerres. La guerre de partisans, c'est une guerre dans laquelle le combattant est très mobile, joue sur la surprise, relève d'un engagement politique, idéologique, et voilà, se bat jusqu'à la mort. Du point de vue des victimes, hein, de cette guerre asymétrique, qui sont de grands États, hein, occidentaux, alors pas uniquement, mais souvent de grands États occidentaux avec des armées très puissantes. Hein. Je pense aux États-Unis, je pense aux pays de l'OTAN. On pourrait penser que la victoire est aisée contre de tels groupes, vu la symétrie des forces numériques, vu la symétrie militaire. Hein. Donc si on s'inscrit dans la lignée de Clausewitz, il devrait y avoir un écrasement de ces guerrilleros, hein, de ces partisans. Or, ce n'est pas du tout le cas. La symétrie est complexe pour les victimes, elle est difficile à penser. Hein. Deux éléments sont saillants de ce point de vue-là. Le premier élément qui est très déstabilisateur, c'est le brouillage qui existe entre la criminalité organisée et l'armée, la guerre. Hein. Les pays occidentaux hésitent entre les deux. On le voit par exemple dans le cas de la France. Hein. D'un côté, on poursuit les djihadistes comme des criminels en utilisant les forces intérieures, notamment la DGSI, hein, les services secrets intérieurs qui travaillent en lien avec l'espionnage extérieur, la DGSE, on mobilise la police, on mobilise des juges, hein, on en fait une question de criminalité. Hein. Mais d'un autre côté, on utilise aussi l'armée. Hein. Par exemple, en France, pour sécuriser les différents points stratégiques, on utilise les soldats dans le cadre de l'opération Sentinelle. Hein. Donc il y a un mélange des genres, une hésitation qu'on va retrouver par exemple aux États-Unis. Les États-Unis ont tout de suite fait de la réponse au terrorisme du 11 septembre 2001, une guerre. Hein. George Bush a déclaré la guerre mondiale à la terreur, hein, et utilisé immédiatement son armada militaire pour attaquer l'Afghanistan dès la fin 2001, donc détruire le régime des talibans et essayer d'attraper Ben Laden, hein. Puis à partir de 2003, envahir l'Irak. Hein. Donc c'est une réponse proprement militaire, mais qui a été doublée aux États-Unis d'une réforme complète du renseignement intérieur et de la sécurité intérieure avec le Patriot Act, le Homeland Security Act et la création d'un gigantesque département de sécurité intérieure qui compte plus de 200 000 fonctionnaires et qui chapeaute toute la traque des ennemis de l'intérieur. Donc les frontières s'abolissent et ça c'est compliqué pour les victimes. Deuxième élément qui est totalement déstabilisant dans cette asymétrie complexe pour les victimes, c'est que les terroristes évitent l'affrontement militaire direct, hein, le contournent pour utiliser plutôt la guerre psychologique. Hein. Les attentats n'ont pas pour but une destruction physique massive, mais plutôt l'altération psychologique, hein, créer la peur, voire la terreur, créer la sidération. Hein. Et comme l'explique bien Gérard Chaliand, spécialiste de géostratégie, le terrorisme est la forme la pire de guerre psychologique. Donc les répercussions sont absolument considérables au cœur de l'opinion publique et ça c'est très difficile à gérer, hein, pour les gouvernements, d'autant plus que les médias jouent un rôle de caisse de résonance. Pour donner un exemple, hein, après les attentats du 11 septembre 2001 perpétrés par Al-Qaïda et les Américains ont interviewé Henry Kissinger, hein, l'ancien secrétaire d'État de Nixon, un grand spécialiste de géopolitique. On lui demandait si les faits du 11 septembre étaient pires ou moins pire que Pearl Harbor en décembre 1941. Il a répondu sans hésitation que c'était la pire catastrophe, le pire cataclysme qui avait touché les Américains. Et l'onde de choc psychologique ne s'est pas limitée aux frontières des États-Unis. C'est tout le monde occidental, voire la planète qui a été frappée. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment une grande rupture
géopolitique au début du XXIe siècle, qui marque l'entrée dans une nouvelle ère géopolitique. Finalement, la lutte contre les terroristes et donc, la victoire dans la guerre asymétrique est extrêmement difficile. C'est ce que montre à nouveau Gérard Chaliand dans un de ses derniers ouvrages quand il évoque le nouvel art occidental qui est de perdre la guerre et non plus de la gagner. En effet, les réponses qui ont été menées jusqu'à présent ont divisé les Occidentaux. D'un côté, les États-Unis ont mené des campagnes militaires en utilisant la stratégie de la force en Afghanistan, en Irak. Ils ont abattu les régimes en place, le régime des talibans, le régime de Saddam Hussein, mais ensuite ils se sont embourbés dans des guerres asymétriques et civiles sur le terrain en étant totalement incapables de pacifier et de reconstruire le pays. Que ce soit l'Afghanistan ou l'Irak qui sont entrés dans un chaos absolument terrible. Les Européens, eux, qui n'ont pas voulu jouer véritablement la force dans un premier temps, même si certains ont suivi les États-Unis dans leur aventure irakienne, ont un petit peu nié la réalité de la menace et ont été rattrapés très vite par des attentats, ceux d'Al-Qaïda dans les années 2000, ceux de Daesh, notamment la France, dans les années 2010. Et là, la réponse qui se voulait policière et judiciaire n'a pas été au niveau. Donc finalement, les Occidentaux sont mis en échec dans la lutte antiterroriste. Comme l'écrit Jean-Vincent Olindre, que je citais dans une séance précédente, le fort est d'autant plus frappé, d'autant plus atteint, qu'il se croit tout-puissant, intouchable. Et donc il est mis en difficulté par le faible. Alors ce faible, deuxième élément qui rend la lutte antiterroriste extrêmement complexe, ce sont des organisations type Al-Qaïda, type Daesh, qui sont des réseaux transnationaux avec des franchises et qui poussent, comme disent les spécialistes, en rhizome. Le rhizome, ce sont des plantes, des racines, qui s'étendent et qui se renouvellent. Quand le début de la racine est détruite ou empêchée, de nouvelles racines poussent. C'est exactement ce qui se passe avec les groupes terroristes, comme Al-Qaïda, avec de nombreuses franchises. Je pense par exemple après la la mort de Ben Laden et la destruction en grande partie de l'Al-Qaïda d'Arabie Saoudite, celle qui est née en Afghanistan et en Arabie Saoudite. Al-Qaïda au Maghreb islamique s'est développé, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, Al-Qaïda au Yémen. On rappellera que les attentats de Charlie Hebdo ont été commandités, celui des frères Kouachi, l'attentat des frères Kouachi à Charlie Hebdo en 2015 a été commandité par Al-Qaïda au Yémen. Donc ces organisations poussent en rhizome, elles sont en grande partie déterritorialisées. C'est peut-être ce qui fait la différence entre Al-Qaïda, qui a toujours été un réseau transnational, alors que Daesh avait tenté de se trouver un territoire, de s'installer sur un territoire. Mais depuis la destruction de ce proto-État, en Irak et en Syrie, Daesh continue de vivre sur les réseaux Internet. Donc, ils sont déterritorialisés, ce sont des logiques réticulaires et donc extrêmement difficiles à combattre. Pour les Occidentaux, les ennemis sont à la fois des ennemis de l'extérieur, qui viennent souvent du Moyen-Orient ou d'Asie du Sud, mais aussi des ennemis de l'intérieur qui ne demandent qu'à passer à l'action. Finalement, ces stratégies de la petite guerre, de la guérilla, de la guerre de partisans, développée par Al-Qaïda, Daesh, met complètement en péril le modèle clausewitzien de la guerre. C'est plus la force qui l'emporte, la grande stratégie, c'est la petite guerre, la tactique, et avec elle, l'emploi de la ruse, l'emploi de la dissimulation, l'emploi de la tromperie. Et c'est ça qui fait des nouvelles conflictualités, des enjeux absolument considérables pour les États et leurs armées. Ainsi, pour le professeur Hanson, c'est tout l'art occidental de la guerre, le modèle occidental de la guerre qui est remis en cause. Celui-ci s'appuyait depuis l'Antiquité grecque sur l'hoplite et la formation d'hoplites serrés, en bloc. Aujourd'hui, d'une certaine manière, le djihadiste d'Al-Qaïda, de Daesh, est l'anti-hoplite.